Bonsoir tout le monde. On va ne pas trop tarder à démarrer parce que comme si vous étiez présent la semaine dernière, on a expliqué que on est très heureux que les archives départementales nous accueillent pour ce cycle de conférences des cours publics de la Société archéologique de Bordeaux, mais on est un peu coincé par le temps, puisque les archives départementales ferment leurs portes à 19h, mais il faut le temps de sortir, etc. Il faut qu'on ait libéré de préférence la salle à 18h45. Donc ça nous impose la ponctualité. Alors cette fois-ci, ça sera un peu plus simple que la dernière fois, puisque on n'aura pas de suivi via Teams à distance, mais la conférence de David Souni sera enregistrée. Et pour ceux qui seraient absents, il y aura des séances de rattrapage par la suite. Possible. Voilà, donc Pierre Régaldo, tu veux peut-être dire un mot au nom de la Société archéologique de Bordeaux. Moi, je vais faire la présentation puisque ce cycle de conférences est adossé à l'exposition qui est en cours aux archives départementales sur les villes médiévales de Gironde. C'est pour ça aussi qu'on a délocalisé, aux grandes dames de certains, notre cycle de conférences. C'est peut-être moins commode de venir ici que d'aller au musée d'Aquitaine, mais il faut bouger un peu aussi, découvrir d'autres lieux. Et nous sommes très bien reçus ici dans une salle très agréable qui va permettre de valoriser en quelques conférences. Alors on a commencé la semaine dernière par une conférence un peu hors cycle, mais qui était un hommage à Jean-Bernard Marquette qui aurait dû, si la ville lui en avait donné la possibilité, participer, être un membre actif de la réalisation de cette exposition, mais le destin en a voulu autrement. Donc on a dédié cette exposition, on a dédié son catalogue à sa mémoire, et on tenait à commencer ce cycle par un hommage à sa mémoire. Donc là, aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire faire une espèce de dialogue en miroir par rapport à une exposition qui est très centrée sur les textes, sur les sources écrites, où on m'a déjà dit que certaines communes, certaines villes de Gironde étaient peu représentées. Elles sont peu représentées parce qu'elles ont peu conservé de textes médiévaux. Par contre, inversement, certaines de ces villes qui ont conservé assez peu de textes médiévaux, elles ont conservé un très beau patrimoine médiéval, et donc elles ont leur revanche aujourd'hui et dans les séances à venir, grâce aux interventions qui vont permettre de voir comment, grâce à ce patrimoine archéologique médiéval, on peut compléter ce que nous disent les sources. Donc c'est David Souni qui aujourd'hui inaugure vraiment le sujet avec Sainte-Foy-la-Grande, qui effectivement est très peu représentée malheureusement dans l'exposition, parce qu'elle a un beau fonds d'archives, de belles archives communales, mais qui sont essentiellement des archives d'époque moderne. Et notre expo étant centrée sur le Moyen-Âge, Sainte-Foy est peu représentée, mais les cours publics vont compenser cette lacune de manière tout à fait avantageuse, je pense, et David en particulier, qui va expliquer comment il est intervenu à Sainte-Foy, qui est archéologue du bâti. Enfin, je ne le présente plus, je pense que tous les membres de la SAB qui sont présents le connaissent, mais ceux qui n'en font pas partie également. Donc je remercie beaucoup les archives départementales pour son accueil, la Société archéologique d'avoir accepté de se délocaliser aussi pour une fois, et tous ceux qui sont venus, qui se sont déplacés ce soir pour écouter David Souni. Et bien sûr, je remercie David Souni, auquel je vais laisser la parole, sauf si Pierre veut rajouter un mot. Juste un petit mot pour te remercier, toi, Sylvie. À toi. Bon, Pierre, désolé, je ne parlerai pas de Jean-Bernard Marquette aujourd'hui, même si j'ai un immense respect pour lui. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci à la Société archéologique de Bordeaux une nouvelle fois de me proposer d'intervenir dans cette belle programmation. Merci à Sylvie et aux archives du coup de m'intégrer dans cette belle aventure sur les villes médiévales. Alors moi j'ai un parcours un peu atypique par rapport aux autres collègues chercheurs. Enfin je ne suis pas universitaire.
j'y ai mis les pieds pendant un certain nombre d'années. Je suis chercheur indépendant depuis une vingtaine d'années maintenant, et selon le type de dossier, ça m'arrive de travailler dans un cadre universitaire, comme ça a été le cas à Saint-Émilion, où j'ai eu l'occasion de vous en parler à de nombreuses reprises, et avec les collègues on a pas mal publié. Mais là, dans ce cycle, je vais venir vous présenter des recherches que j'ai menées dans un tout autre cadre, et en l'occurrence ici sur Sainte-Foy-la-Grande, j'étais amené à y travailler dans le cadre d'une révision du règlement d'urbanisme. En l'occurrence, l'ancien règlement qu'on appelait une ZPPAUP, zone de protection du patrimoine, blablabli, blablabla, on finit par en oublier ce que ça veut dire. Après, on a eu les AVAP, et quand tout le monde commençait à connaître les aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine, on a basculé en PVAP. Ce ne sont plus des aires, ce sont des plans. Et par contre, Sainte-Foy-la-Grande a été la première à inaugurer ce nouveau type de règlement. Et dans le cahier des charges de l'appel d'offres, il est demandé que l'équipe, donc l'architecte urbaniste qui répond, intègre dans son équipe un archéologue du bâti pour interpréter donc le patrimoine ancien et qui puisse être intégré dans ce nouveau règlement. Et c'est à ce titre que je suis intervenu aux côtés donc d'Étienne Saliège et d'Anne Thévenin, donc les deux urbanistes qui ont été retenus pour cette opération. Donc dans ce cadre, ce qui m'était demandé, c'était de travailler sur les façades, donc ce qui est visible depuis la rue. On n'est pas sur une opération d'inventaire systématique comme ce que j'ai pu mener à Saint-Émilion, où là, avec mon autre collègue Agnès Marin, on allait dans toutes les arrière-boutiques, les carrières, les greniers, les caves, les sous-sols pour dénicher le moindre vestige ancien. Ici, dans le cadre de cette opération, je me cantonnais à ce qui était visible depuis la rue, puisque c'est avant tout là-dessus que porte ce règlement. Bon, vous verrez, j'ai fait 2-3 petites incartades quand même, mais donc l'idée de mon intervention, c'était d'une part de faire un point sur l'état des connaissances, de constituer un dossier documentaire numérique. Moi j'aime beaucoup, quitte à faire des recherches et les compiler sur mon ordinateur, autant à la fin les mettre à la disposition du commanditaire pour créer donc un fonds numérique qui recense l'ensemble de la documentation connue à ce jour, donc à la fois les articles, donc au niveau historique, ici sur Sainte-Foy-la-Grande, on a surtout les travaux de Sylvie, là, à l'occasion du colloque pour les 750 ans de la Bastide, je crois, ça devait être en 2005. Et puis, un peu en amont, je crois que c'était en 1968, il y a eu un colloque de la Fédération historique du Sud-Ouest avec Yves Dauzat, qui avait fait lui aussi des communications historiques. Donc c'est le gros des données que j'ai pu réunir à cette occasion, qui proviennent de ces communications. Et je souligne aussi l'apport des associations locales. Il y a 2 structures qui ont contribué. Je pense entre autres aux Amis du Pays Foyen et Alain Morel, qui ont constitué un gros fonds iconographique ancien, entre autres des cartes postales, et puis qui font vivre cette mémoire. Et puis il y a le musée du Pays Foyen, donc avec Pierre Lamotte, qui a lui aussi pas mal travaillé, entre autres sur cette thématique des fortifications. Donc à côté du dossier de ces articles qui ont été publiés, il y avait aussi tout un recensement donc de la documentation ancienne, en particulier de l'iconographie ancienne. Donc la Société archéologique de Bordeaux m'a mis gentiment à disposition le fonds de dessin de Pigano avec de très beaux dessins des maisons de Sainte-Foy au XIXe siècle. À la médiathèque du patrimoine, j'ai pu reproduire un certain nombre de documents aux archives départementales aussi. On a un certain nombre de plans, soit des originaux, soit des copies qui ont été compilées dans les albums de dessin de la Commission des monuments historiques. Et Sainte-Foy-la-Grande est particulièrement bien pourvue en plans anciens, alors malheureusement pas médiévaux, mais 18e et même avant, 17e, comme vous allez le voir. Donc il y avait ce travail-là, et puis d'autre part, sur le terrain, donc comme je le disais, d'identifier, d'interpréter là, les grandes familles
de maisons, les différentes générations, les caractéristiques pour chacune d'elles, ce qu'il en reste, ce qui a disparu aujourd'hui. Mais le but de ce document, in fine, c'est de créer un document d'urbanisme et que ce soit les services urbains de la commune ou de la communauté de communes comme les services de l'État, le jour où il y a une demande de permis de construire, où il y a un projet, mais qu'il puisse y avoir une petite lumière rouge dans un coin qui s'allume. Là, on est sur une parcelle où on a un bâtiment qui a été repéré. Donc ce ne sont pas des études approfondies que j'ai menées à ce stade-là, c'est un repérage avec déjà un certain nombre d'analyses, mais il y aura encore largement matière à poursuivre, en particulier le jour où il y a des projets de restauration. Là, certains bâtiments pourront mériter des études plus approfondies, historiques et ou archéologiques. Donc c'est ce que je vais vous restituer aujourd'hui. C'est un peu une conférence de restitution de ce travail. Je vais commencer par un petit point sur les grandes étapes historiques des origines de la Bastide. Ensuite, on va voir justement au travers des plans comment ce territoire s'est structuré avant, pendant et après les grandes heures de la Bastide, avec donc ces différents plans, nous verrons les vestiges qu'il en reste. Et puis la deuxième partie, je vous proposerai plutôt une balade dans les rues de Sainte-Foy-la-Grande. On va justement parcourir ces grandes familles de maisons depuis le Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance. Et pour les membres de la Société archéologique de Bordeaux, ça vous sera annoncé tout en détail prochainement. Mais au mois de juin, je vous proposerai une visite de Sainte-Foy-la-Grande. Donc on ira mettre en pratique là, ce que j'évoque ce soir. Et on poursuivra avec Brigitte Lescarret par une petite étape à Sainte-Radegonde, l'église Sainte-Radegonde, une belle petite église romane et gothique, sur laquelle j'ai eu à mener une petite étude archéo, là aussi dans le cadre d'un projet de réhabilitation avec un architecte du patrimoine. Donc ça permettra de coupler les deux. Donc je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Je vais aller m'installer derrière l'ordinateur. Et donc on va commencer par quelques éléments historiques. Alors, avant la Bastide, il y a une origine légendaire qui serait située, vous voyez, au début du IXe siècle, la fondation légendaire d'un monastère à Sainte-Foy par les moines de Conques. Ça, c'est assez sujet à caution, du moins, comme bien souvent sur ces origines des abbayes, on se perd entre légende et réalité. Les textes sont pas conservés. Et finalement, on a un texte beaucoup plus précis, cette fois-ci, deuxième moitié du XIe siècle, en 1076, lorsqu'un certain Falcon de Barta fait don de son mansio, son domaine, c'est-à-dire son domaine de Vineyrolles, à l'abbaye de Sainte-Foy de Conques. Et dans ce document, c'est la première donnée historique fiable. Et surtout, le donateur évoque la présence d'une église qu'il décrit comme actuellement en ruine. Alors, il parle de broussailles et autres, mais il précise que du temps de ses ancêtres, cette église attirait des pèlerins. Donc on sait qu'en 1076, on a un lieu, certes à l'abandon, mais un lieu qui existe, préexistant, avec une église. Et donc, ce Falcon de Barta énumère ce qui est inclus dans la donation. Donc, comme vous le voyez, il y a le Mans en lui-même, mais il y a également le port sur la Dordogne, situé juste à côté de son Mans. J'ai surligné en jaune les contreparties. Là, en l'occurrence, il conserve la moitié des droits à percevoir sur le sel qui transitera dans le port. On a ensuite l'escave. Alors, c'est à la fois le filet de pêche et puis ce que l'on en retire, on y reviendra après, que Falcon installe habituellement sur la Dordogne. On a une terre à côté de ce lieu de Vineyrolles pour lequel il conservera le quart des fruits produits. Et puis, il y a une peccheria, ou pêcherie, c'est-à-dire il faut imaginer un alignement de pieux souvent oblique par rapport à la berge qui crée une forme de nasse qui permettait d'installer donc la fameuse pêcherie et probablement le filet, l'escave à l'extrémité. On imagine aussi ce que ça pouvait entraîner comme aménagement vis-à-vis de la navigation, ce que ça pouvait entraver là sur les berges quand tous les seigneurs y aménageaient leur pêcherie. Et donc Fulcon percevra le tiers des poissons pêchés.
Donc finalement, il en fait donation, mais il en conserve une bonne partie des fruits, donc c'est pas inintéressant. Parce que si on lit rapidement la donation, on voit qu'il énumère tout un tas de choses qu'il donne aux moines, et tout en bas, en contrepartie, il reçoit 35 sous et une mule pour partir en pèlerinage à Rome. Donc si on lit rapidement, on a l'impression que c'est relativement désintéressé, et finalement, on voit qu'il conserve quand même une large part des revenus qui étaient attribués. Et cette donation, elle est faite aussi sous condition que les moines construisent une église sur ce mans, en ce lieu. Et ça va donner naissance à un prieuré, cette fois-ci officiellement attesté, rattaché à l'abbaye de Sainte-Foy de Conques, effectivement. Et pour cette terre, on va détacher donc cette portion de l'ancienne paroisse de Pineuil, la paroisse matrice, pour créer une nouvelle paroisse, Sainte-Foy près Pineuil. Si on regarde sur la carte de Bélem, la carte 18e, on voit, là j'ai surligné en rouge les limites de la paroisse de Pineuil. Et la paroisse de Sainte-Foy-la-Grande, à peu de choses près, c'était l'équivalent des fortifications, ce qui correspond aussi aux limites actuelles. C'est bien le problème de ces villes qui étaient à la tête de juridictions sous l'Ancien Régime, des juridictions étalées sur plusieurs paroisses, sauf qu'avec la Révolution, quand du jour au lendemain, une paroisse devient une commune et que chacune est indépendante, eh bien, notre ville de Sainte-Foy-la-Grande se retrouve cantonnée à un territoire municipal réduit au tracé de son enceinte, plus quelques tout petits arpents de terre. C'est la même chose qui s'est passé à Saint-Macaire ou à Castelmoron d'Albret, où finalement ces sièges d'anciennes juridictions ont quand même beaucoup perdu dans ce redécoupage révolutionnaire. En regardant bien, là sur le zoom, là sur la gauche, on devine le petit sigle qui représente ici un moulin et le cimetière. On est à l'ouest de la Bastide, et le petit cours d'eau que vous voyez ici, c'est le Vineyrolles. Donc l'origine, le monastère dédié à Sainte-Foy de Conques, se trouvait sur cette zone-là. On aura l'occasion d'y revenir. Alors ensuite, de ce qui était un petit monastère rural en bord de Dordogne, eh bien, on va voir que le lieu va progressivement devenir extrêmement stratégique et va être le siège de l'une des toutes premières bastides, et même la première bastide girondine. Sainte-Foy-la-Grande, on le verra sur la diapo juste après, fait partie d'une toute petite, pas enclave, mais extrémité du diocèse d'Agen, ce qui explique la présence d'Alphonse de Poitiers. On y reviendra, donc frère de Saint-Louis. Alphonse de Poitiers est comte de Toulouse, et c'est à ce titre qu'il va décider de créer une bastide à cet endroit-là. Le processus va s'échelonner sur plusieurs années, en 3 étapes. La première, c'est de mener des enquêtes, donc en vue de la fondation donc de plusieurs bastides à Genèse, et pour le territoire de Sainte-Foy-Pineuil, eh bien Alphonse de Poitiers va missionner 2 de ses proches. Vous voyez un chanoine de Paris, là, Guillaume Roland, et puis un chevalier, Philippe d'Aubonne, qui sont chargés d'aller négocier, d'une part auprès de l'abbé de Conques, mais aussi du prieur de Sainte-Foy, et puis des seigneurs voisins, puisque c'est pas anodin de créer une ville au milieu d'un territoire où on a déjà d'autres autorités qui sont présentes, et en l'occurrence, le petit seigneur d'à côté, c'est le seigneur de Pineuil, dont on connaît la fameuse motte qui était en partie fouillée il y a quelques années, avec de très beaux objets. Donc une fois l'enquête passée, deuxième étape, il va y avoir un partage des terres. Là, donc on est en juillet 1255, et donc ce partage intervient entre le prieur de Sainte-Foy et Alphonse de Poitiers en vue d'y construire la bastide. Et donc dans ce partage des terres, on a donc ce qu'on appelle un contrat de paréage qui va énumérer les biens du prieuré, et surtout qui précise expressément que ces biens devront rester en dehors de la future bastide. Et souvenez-vous du petit focus de tout à l'heure là sur les abords de la bastide. Et ces biens sont constitués des bâtiments du prieuré, le moulin sur le ruisseau du Vineyrolles, donc c'est celui que j'ai indiqué tout à l'heure, et on y reviendra, d'un pré, jardin et vigne. Donc tout ça, ça doit rester à l'extérieur. C'est important d'avoir cette mention, puisqu'aujourd'hui, ce prieuré a totalement disparu, et qu'on peine à le resituer précisément. Là, on sait qu'il était de part et d'autre du Vineyrolles, avec ce fameux moulin que, pour le coup, on voit sur les cartes anciennes. Donc une fois que le partage est fait, eh bien,
il va falloir attirer les habitants. Ça se passe l'année suivante. En juin 1256, Alphonse de Poitiers va établir une charte de coutumes concédée aux futurs habitants de la Bastide. Cette charte va énumérer les droits et les devoirs de chacun et la répartition des pouvoirs. La charte de coutumes, elle est vraiment intrinsèque à la fondation d'une Bastide. C'est ce qui en est à la base. Et l'objectif est d'être attractif, parce que dessiner une ville en plan et au sol, c'est bien, mais attirer des habitants et en faire un lieu de vie avec un pouvoir économique, c'en est une autre. Sainte-Foy, qui est l'une des premières, a parfaitement réussi, on y reviendra. Et d'ailleurs, les coutumes de Sainte-Foy vont servir de modèle à toute une série de bastides alphonsines, c'est-à-dire créées par Alphonse de Poitiers, mais également capétiennes et plantagenaises. Donc on comprend bien dans les différents camps. Entre Sainte-Foy-la-Grande en 1255 et les dernières séries de bastides, les plus récentes, je crois qu'on est dans les années 1320, là la guerre de 100 ans, on va mettre complètement un terme à ce mouvement. Donc en l'espace de moins d'un siècle, ce sont près de 400 bastides, 400 villes neuves sur l'ensemble du sud-ouest qui sont fondées, qui sont créées. Donc c'est assez énorme comme mouvement, et Sainte-Foy en est l'une des premières. Et ça marche plutôt bien et très rapidement à Sainte-Foy, puisque dès les années 1260, moins d'une dizaine d'années après la création de la Bastide, on voit que les habitants, visiblement, s'attaquent régulièrement aux biens des terres voisines. Ils vont aller voler du bétail, confisquer des terres. Grosso modo, ils se trouvent déjà un petit peu trop à l'étroit, et ils commencent à loucher sur les biens des voisins. On est sur une période de paix fragile entre le camp français et le camp anglo-gascon, et donc pour éviter que ça ne serve de prétexte à une nouvelle guerre, Alphonse de Poitiers intervient très rapidement pour rétablir l'équilibre avec le roi-duc. Mais on sent qu'on a donc les prémices d'une ville avec des habitants qui commencent à se chercher et à vouloir étendre leur territoire. Un autre indice de l'efficacité de ce développement, dès 1271, le bailli, c'est-à-dire la charge de bailli, de représentant du seigneur, et qui est mise en fermage, elle est adjugée pour la somme de 200 livres, ce qui est relativement conséquent. C'est l'équivalent à la même époque d'une charge similaire à Montflanquin ou Villeneuve-sur-Lot. Donc on voit bien qu'on est dans des rangs de Bastide assez élevés. Et puis il va y avoir un changement majeur en 1279, lorsque l'Agenais va être rattaché au duché d'Aquitaine. Initialement, c'est un territoire qui faisait partie de l'Aquitaine, et à la fin du XIIe siècle, Richard Cœur de Lion l'en avait détaché lorsqu'il a marié sa sœur avec le comte de Poitiers. Donc l'Agenais s'était retrouvé rattaché pas au comte de Poitiers, au comte de Toulouse. Et c'est pour ça qu'Alphonse, en tant que comte de Toulouse, avait la main sur l'Agenais, et que on le voit sur cette carte. Alors, je suis reparti d'une carte qu'avait faite Sylvie Faravel, sur laquelle donc j'ai accentué les limites du département actuel, fait ressortir le diocèse de Bazas. Et puis on voit ici là, cette toute petite partie là, qui fait actuellement partie du département de la Gironde, qui était donc finalement le détroit de l'Agenais, qui lui donnait un contact avec la Dordogne. Donc pour Alphonse de Poitiers, c'est extrêmement stratégique de s'implanter ici, puisque lui, il est aux portes du duché. Et à contrario, lorsque le duc d'Aquitaine, roi d'Angleterre, récupère l'Agenais, eh bien on inverse le sens des boucliers, j'ai envie de dire, puisque Sainte-Foy-la-Grande devient du coup effectivement la porte d'entrée du Bordelais face à l'Agenais, au Périgord et à des terres plutôt sous influence française. Donc là, Sainte-Foy-la-Grande connaît un développement important dès cette période-là. Pour l'anecdote, j'avais noté là en 1305, on a la mention d'un pont de bateau aménagé pour franchir la Dordogne à Sainte-Foy, plutôt que des passages à gué ou en barge. Et d'ailleurs, Édouard Ier, cette même année, autorise les consuls de Sainte-Foy à construire un pont en pierre pour ne plus entraver la navigation. Là, vous pensiez aux escaves sur les côtés. Si vous rajoutez des lignes de bateaux tendues d'une berge à l'autre, ça devient compliqué de naviguer. Bon, visiblement, le pont en pierre n'a jamais été mené à son terme, mais la mention, en tout cas, de la présence d'un pont de bateau était intéressante.
Alors maintenant qu'on a mis le cadre historique, on va voir à quoi ressemblent ces fortifications et le plan de cette ville. Alors la datation précise de l'enceinte est assez délicate à établir, faute d'éléments significatifs vraiment bien conservés. Vous verrez, les vestiges aujourd'hui sont quand même assez peu nombreux et on a peu d'éléments qui permettent de dater précisément. On n'a quasiment plus de meurtrières, on n'a plus les couronnements, on n'a pas de tours un peu conséquentes. Il nous en reste quelques portions, on y reviendra tout à l'heure. En revanche, dès 1269, on a la mention dans les textes d'un châtelain. S'il y a un châtelain à Sainte-Foy, c'est qu'il devait y avoir un château qui, pour le coup, n'a pas laissé d'autres traces, à ma connaissance, dans les textes pour le moment, et encore moins de traces visibles au sol aujourd'hui. On voit en 1296 Robert d'Artois à la tête d'une armée royale française qui vient séjourner pendant près d'une semaine dans la Bastide. C'est là aussi plutôt un indice d'un lieu qui devait déjà être un tant soit peu fortifié pour qu'on vienne s'y installer. Et puis, là, cette fois-ci, on a un texte plus précis. En 1326, les consuls obtiennent l'autorisation de fortifier la ville et de l'entourer d'eau. Alors c'est toujours le problème quand un roi ou un seigneur autorise une ville à se fortifier. Bien souvent, c'est qu'il se retrouve, c'est déjà fait. Souvent, il se retrouve un petit peu à entériner un état de fait. Donc on ne sait pas exactement ce qui existait déjà de ce qui a été réellement fait après. En revanche, là, il est bien précisé que les consuls demandent à s'entourer d'eau. Alors c'est pour l'aspect défensif, mais il y a un petit item qui précise que cette retenue d'eau permettra également d'installer un moulin. On voit que finalement on a autant des préoccupations militaires que économiques, un moulin aux portes de la ville, et on y reviendra sur ces étendues d'eau juste après. Alors pour vous donner quelques chiffres et une vue aérienne de la Bastide, là ce sont des extraits que j'ai pris sur Géoportail, on est sur une Bastide d'une ampleur assez conséquente, là, près de 25 hectares, ça fait quand même pas mal. Pour vous donner une idée, la ville de Bazas, siège d'un évêché, c'était une dizaine d'hectares, il me semble, à l'intérieur de l'enceinte médiévale. Alors c'est pas Bordeaux, mais c'est déjà très conséquent, hein. Ma belle et petite ville médiévale d'Orions, dont je viendrai vous parler dans un petit peu moins d'un mois, c'est moins de 5 hectares. Donc là, on est sur un projet extrêmement ambitieux et on le verra après, qui a en grande partie réussi à faire le plein. Donc c'est une Bastide qui a réellement réussi. On a un périmètre d'enceinte de près de 2 km et vous voyez les distances pour vous donner un ordre d'idée. Là, entre les deux rues principales, on a à peu près 570 mètres par 470. On va voir maintenant sur un document majeur pour la compréhension de la ville, le cadastre ancien de Sainte-Foy, conservé ici même, le cadastre napoléonien qui date ici de 1832. Et quand on voit ce document, alors au passage vous notez les limites de la commune. Vous en voyez le pourtour. C'est une commune qui a une seule planche, il n'y en a pas d'autres. Ici, tout autour, vous voyez, c'est marqué commune de Pineuil. Donc on en voit bien les limites qui sont à peu de choses près, l'équivalent de l'emprise des anciens fossés. On y reviendra tout à l'heure. Et on voit qu'il y avait très très peu d'urbanisation hors les murs à cette époque-là. L'enceinte, elle est encore parfaitement conservée, vous la suivez tout du long, avec toutes ces tours. Moi, quand je vois ce plan, j'imagine Aigues-Mortes, si vous êtes allé vous y balader, il y a 200 ans, on devait avoir à peu près le même rendu sous les yeux. Alors Viollet-le-Duc n'est pas passé par là. On va voir que la ville va énormément s'urbaniser au 19e siècle et va gommer quasiment toutes ces fortifications. Mais donc là, on voit bien les deux axes majeurs que j'ai reporté là, l'actuelle rue de la République et rue Victor Hugo. Ce qui frappe d'entrée de jeu, c'est que la sacro-sainte place centrale des Bastides, eh bien ici, elle n'est pas à l'intersection des deux rues principales. La place principale est complètement excentrée. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Est-ce qu'on a eu un projet initial plus restreint d'une Bastide qui n'en aurait occupé que le quart de la Bastide actuelle, auquel cas la place aurait été centrée, ou que sciemment, dès le départ, on a positionné la place marchande dans un coin plutôt qu'au centre
peut-être pour favoriser la proximité avec le port, avec le prieuré, avec un château. Là, on manque d'éléments aujourd'hui. Mais c'est vrai que si on regarde que le quart nord-ouest de la Bastide, eh bien, on a une place centrale avec une église sur l'un des angles. C'est ce qu'on va retrouver à Créon, à Sauveterre de Guyenne et dans bien d'autres Bastides. Mais là, on voit qu'on a donc finalement un périmètre bien plus, qui va bien au-delà de la place centrale. Et on a des îlots bâtis extrêmement réguliers que vous voyez, des îlots allongés, rectangulaires, en moyenne de 100 à 110 mètres de long par 45 à 50 mètres de large. Donc très réguliers, sauf une rangée plus réduite, celle de la place justement. On s'est calé sur la place, justement sur le module de la place, où là on est sur du 50 mètres par 50. Et c'est ce que vous allez retrouver tout du long. Vous avez une enceinte relativement régulière ici, excepté ce secteur-là qui devait correspondre au cours d'eau du Vineyrol. On a adapté l'enceinte à une contrainte préexistante, visiblement. Et si on regarde de plus près, eh bien, on s'aperçoit que sur le cadastre ancien, à l'extrémité de chacune de ces rues, on avait encore les portes publiques qui existaient. À l'est, la porte de Bergerac, on voit qu'elle est partiellement détruite, mais elle est encore bien représentée. La porte Périne, alors elle, vous pourrez retourner visiter l'exposition qui se trouve juste derrière. Le dernier document que vous verrez à l'issue du parcours, vous avez un très beau plan du XVIIIe siècle qui montre le démantèlement de la porte Périne et de toute cette portion d'enceinte, juste à ce niveau-là. On voit d'ailleurs que la porte Périne, il n'en restait plus qu'un bout de tour intégré au bâti. Et puis une autre porte, la porte qui est tournée vers Bordeaux ici, que vous voyez très bien conservée, tournée aussi vers le cimetière et vers l'ancien prieuré. Et la quatrième, c'est la porte du fleuve qui donnait directement sur la Dordogne. Eh bien, ces portes disparaissent toutes les unes après les autres au XIXe siècle, et tout début du XXe siècle, ou fin du XIXe, il n'en reste plus qu'un tout petit morceau de cette porte-ci. Vous voyez sur cette photo ancienne une tour circulaire qui apparaît, c'est celle que vous voyez en bas. L'autre a déjà disparu, mais c'est le dernier témoignage de ces fortifications. Au passage, vous notez aussi les passages à couvert à l'arrière-plan, ce que vous voyez ici. Je ne sais pas si tout le monde voit ma souris. C'est bon au fond ? Les passages à couvert que vous voyez, ce sont ceux qui sont sur le côté sud de la place. Ces passages-là ont été supprimés à la toute fin du XIXe siècle pour faciliter la circulation, puisque la rue publique, à l'époque, passait sous les couverts. Aujourd'hui, quand on se promène, la route qui passe sur ces places marchandes, elle passe en avant des couverts, mais quand vous regardez bien sur les plans anciens, la voirie, c'est sous le couvert qu'on a la circulation qui se passe, et c'est ce qu'on voit ici. Et on comprend bien que pour faciliter la modernité et la faire rentrer en ville, c'était plus simple de faire sauter tout un côté des couverts de Sainte-Foy-la-Grande. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Alors j'en ai mis juste quelques exemples, on en a d'autres, mais vous avez 2 tours circulaires, de base de tours, quelques portions de murailles de ça et là, vous en avez une ici en photo, voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a plus de fortifications d'ampleur, on n'a pas de tours-portes majeures, on n'a pas de donjons, on n'a plus de grandes tours, contrairement à ce que vous pouvez voir à Saint-Macaire, à Libourne, à Rions, où les fortifications sont bien mieux conservées. C'est vrai qu'ici, le 19e siècle a coûté extrêmement cher au patrimoine de la Bastide. Alors on a heureusement des plans anciens. On a ce plan qui est particulièrement intéressant, daté de 1621, à l'occasion d'une expédition dans la région menée par Louis XIII, qui reprend en main les places de sécurité protestantes. Sainte-Foy faisait partie de ces places de sûreté, pardon. Et donc Louis XIII se présente devant les murs de Sainte-Foy et est prêt à y mettre le siège, mais ce n'est pas nécessaire. Les consuls de Sainte-Foy ouvrent grand leurs portes, font un joli sourire et accueillent le roi. Et le roi peut séjourner dans la Bastide, écouter la messe dans l'église qui est en ruine, je crois, à cette occasion, et donner de l'argent pour faire reconstruire cette église. Et ce voyage du roi donne lieu à la réalisation d'un
un petit opuscule intitulé « La discours véritable des raisons qui ont porté Sa Majesté à tenir l'ordre, qu'il a suivi, à forcer les places, qu'il a assujetti en l'année 1621 ». Ça fait un titre à rallonge. Et donc, on a une toute petite notice et à chaque fois un plan des villes concernées. Et là, sur le plan, donc j'ai surligné de différentes couleurs ce qui était mis en légende. Vous voyez ici la vieille ville. En B, ce que j'ai mis en bleu, le vieux fossé. On va voir qu'il était en eau. En C, les nouvelles fortifications. Et en D, les fossés de ces nouvelles fortifications. Et le descriptif, vous l'avez à côté. Donc, la ville de Sainte-Foy fut reçue en grâce par Sa Majesté, laissant les fortifications en entier sans rien endommager. Là, on précise bien qu'il n'a pas ordonné de démolition. Il les laisse en l'état, pour l'instant. Vous verrez tout à l'heure. Ces ouvrages n'étant pas tout achevés, il est vrai qu'il était plus qu'à demi avancé. Donc on voit qu'on a des travaux de fortification. On est après les guerres de religion, mais elles ont été suffisamment traumatisantes dans la région et à Sainte-Foy pour qu'on mène des travaux d'ampleur. On va y revenir juste après. Donc le plan qui est là montre des fortifications encore en phase d'aménagement, mais qui étaient visiblement déjà bien avancées. Et là, on a une petite précision, les fortifications sont toutes continues autour de la ville et leurs remparts sont fort larges. Elles sont séparées de la vieille ville par un beau, grand et profond fossé en eau, donc c'est le B que vous voyez ici, mais les murailles de la ville ne sont guère fortes ni flanquées que de quelques petites tours. Là, ça veut dire qu'en fait, il faut voir ça sous le regard de l'art de la guerre au XVIIe siècle. C'est sûr que les fortifications de la Bastide de Sainte-Foy construites au début du XIVe siècle ne répondent plus du tout aux critères de l'époque. Et donc, cette ligne de fortification rouge est complètement obsolète, d'où la fortification bastionnée. On est bien avant Vauban, hein, mais vous voyez qu'ici, on a ces belles fortifications en étoile, dont on ne voit ici qu'une partie. Et ce plan est probablement issu d'un autre qui n'est pas daté précisément, qui est conservé à la BNF. Là, j'ai pu en avoir une reproduction. Vous voyez ici les similitudes dans les formes. Et ce plan, justement, on va le regarder en détail. C'est le plus beau document que je connaisse sur Sainte-Foy-la-Grande, extrêmement détaillé, extrêmement précis, où vous voyez toutes ces fortifications bastionnées, avec, de part et d'autre, 2 citadelles, 2 forteresses. À l'ouest, du côté du port justement du cimetière et puis de l'ancien prieuré, vous avez le fort de Correille, dont les consuls initient la construction en 1585. Et à l'autre extrémité, vous voyez que l'idée c'est de renforcer les accès à la fois à la ville, et puis de sécuriser le port et ses abords. Et puis vous avez à l'autre extrémité la citadelle, dont vous en voyez les limites ici. Cette citadelle, c'est Henri IV, en personne, qui en demande la construction. Et cette citadelle était encore visiblement en cours d'aménagement lorsque Louis XIII vient en 1621. Mais en 1635, c'est ce même Louis XIII qui ordonne le démantèlement de cette citadelle. Et pour cause, il était venu ici, il connaissait très bien le potentiel des défenses de Sainte-Foy. C'est pas une animosité spécifique envers les habitants du pays foyen, c'est juste une période où le pouvoir central royal va essayer de limiter au maximum les fortifications dont il n'a pas la maîtrise directe. Et c'est toute cette grande période de démantèlement de citadelles et surtout de châteaux dans la région. Je pense au château des Quatre-Sosses, au château de Saint-Macaire, qui subissent dans ces années 1620-1630 toutes ces grandes phases de démantèlement. Donc ce qu'on voit ici au travers de ce plan du début du XVIIe siècle, avant 1635, dans tous les cas, puisque la citadelle y est représentée, on a ici l'apogée des fortifications de Sainte-Foy. Le problème de ces plans, c'est qu'on ne sait jamais si c'est un projet ou une réalité. Et on voit bien au travers de la visite du descriptif de 1621 que certes c'était déjà bien engagé, mais ce n'était pas finalisé. Donc on ne sait pas du moins on peut se poser la question jusqu'à quel point ce document est réaliste. Et, ah oui, avant de passer à la diapo suivante, regardez un petit détail que j'ai souligné ici.
Au début du XVIIe siècle, qu'est-ce qu'on a pour traverser la Dordogne? Un pont de bateaux. On les voit bien, là, les bateaux attachés les uns aux autres. Alors imaginez, ça coupe littéralement la navigation. Je ne sais pas comment ça pouvait fonctionner. Il y avait peut-être une partie amovible. Alors en cas de crue, on se doute bien que ça devait partir, mais on a ici là, ce pont de bateau qui revient de long en long pour traverser la Dordogne. À défaut d'avoir un véritable pont, il faudra encore attendre. Donc j'en étais à me poser la question de la réalité de la réalisation de ces fortifications. Je vais laisser un peu de suspense, on y viendra plus tard, puisqu'on va d'abord regarder le démantèlement de ces défenses. Et on a un plan du XVIIIe siècle, en l'occurrence sa copie dans les albums de la Commission des monuments historiques, conservés ici même, où on voit que les fossés ont été, donc on est au milieu du XVIIIe siècle, les fossés ont déjà été en grande partie condamnés, on a planté de grandes allées arborées autour de la ville, mais on a encore, vous voyez, d'anciens cours d'eau, d'anciens fossés, des plateformes, on devine des vestiges de fortification. Et on a, dans ce secteur-là, des échanges avec l'intendant Tourny, pour le comblement des fossés de la ville. Et on devine bien ici l'ancien éperon. Alors je vous en passe les détails, mais là en légende on précise bien que les pauvres de la ville ont bouché telle partie, les pauvres de la ville ont bouché telle autre partie, et ainsi de suite. C'est l'occasion d'avoir un petit peu de charité et puis d'employer la main-d'œuvre locale pour combler les fossés et aménager les grandes allées plantées. Jusque-là, il n'y avait que 4 accès à la ville, et on voit que ce pan coupé-là, qui en était dépourvu, mais avec une grande rue qui arrivait face à lui, eh bien, aux archives départementales de la Gironde, on conserve un autre plan d'un échange avec l'intendant Tourny pour le percement d'une nouvelle rue, c'est la seule rue de Sainte-Foy-la-Grande qui ne respecte, encore aujourd'hui, qui ne respecte pas le quadrillage bien régulier, une rue oblique qui part de l'angle ici et qui rattrape ce qui était une place de marché ici. Il y avait apparemment une ancienne porte, la tour Carade, qui est mentionnée sur ce plan, qui était les documents nous disent que c'est une tour qui était murée de longue date, et donc on va réouvrir cette tour et percer, on voit bien que là c'est au travers du quadrillage régulier qu'on vient percer cette grande diagonale. Et donc j'en reviens à mon plan du 19e siècle, quand j'ai parlé de la mémoire cadastrale. Regardez, les limites actuelles de la commune correspondent au cours d'eau du Vénéyrol. Le Vénéyrol, vous l'avez ici, et regardez tous ces méandres qu'il forme à ce niveau-là. Regardez les limites cadastrales qui ont des formes parfois un petit peu aberrantes par rapport aux abords. Sur le plan ancien que vous avez vu tout à l'heure, je me suis amusé à découper juste le pourtour des fortifications bastionnées, à le mettre à l'échelle et à le poser sur ce plan. Et voilà ce que ça donne quand on superpose les deux. Eh bien, je vais l'enlever et le remettre. Eh bien, on comprend bien que ces fortifications bastionnées, elles ont été réalisées et que les cours d'eau que vous voyez, en fait, cette rivière, elle a été détournée pour épouser les nouveaux contours des fortifications. Avant, c'était le fossé de la fortification médiévale, et ensuite, ça a servi de nouveaux fossés pour la fortification moderne. Donc on voit bien ici que ces fortifications, elles ont effectivement été réalisées et que c'est dans le courant du XVIIe et au XVIIIe siècle qu'on les a progressivement comblées. Alors le temps passe, il me reste une bonne vingtaine de minutes, alors je vais vous proposer maintenant de rentrer dans la ville. On va aller se balader dans cette ville médiévale de Sainte-Foy-la-Grande. Sainte-Foy-la-Grande est particulièrement connue pour ses maisons à pans de bois, ces fameuses maisons à colombage. Et dans l'imaginaire collectif, eh bien, au Moyen-Âge, les maisons sont en bois et la pierre n'est utilisée que pour les fortifications, les églises et les châteaux. Ce qu'avec les collègues on a pu montrer à de nombreuses reprises, entre autres dans le cadre du programme de recherche à Saint-Émilion, et puis ce qu'on voit dans plein d'autres villes, c'est qu'on est ici dans une région avec une tradition d'architecture en pierre, et que ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de maisons en bois, mais qu'on avait beaucoup de maisons en pierre qui ont été pendant longtemps sous-évaluées, faute de recherche véritablement approfondie sur le bâti civil. Ça fait finalement qu'une vingtaine ou une trentaine d'années que le milieu de la recherche s'y intéresse de nouveau. Je pense entre autres à tous les travaux menés par Pierre Garrigou-Grandchamp, avec lequel j'ai le plaisir de travailler régulièrement, sur le bâti civil médiéval. Et aujourd'hui, on en revient de cette image d'Épinal
médiévale qui voudrait que le gros des maisons, et en particulier en ville au Moyen-Âge, ait été en bois. On va voir qu'ici, c'est pas du tout le cas en fait à Sainte-Foy-la-Grande. Que toutes les maisons en bois, oui, elles sont certes très belles, très célèbres, elles font la réputation de Sainte-Foy, mais aucune d'elles n'est médiévale ou au mieux des toutes dernières années. On va voir qu'à contrario, il y a des maisons médiévales à Sainte-Foy, mais qui sont pour beaucoup d'entre elles restées sous les radars pendant bien longtemps, soit parce qu'aujourd'hui elles sont détruites, peu visibles, ou mal interprétées. Dans l'ancien règlement d'urbanisme, pour vous donner une idée, on avait plein de chapelles partout dans les rues de Sainte-Foy-la-Grande. Dès qu'on voyait une fenêtre gothique, probablement ancienne chapelle. Parce qu'il y a cette idée qui voudrait que, parce qu'on a une fenêtre gothique ou une fenêtre romane, c'est une architecture religieuse. Ben non, c'est l'architecture d'une époque. Et ce qui était interprété à tort comme des chapelles, eh ben ce sont les maisons médiévales de Sainte-Foy-la-Grande. Et on en a un certain nombre qui sont encore là, et je vous propose d'en découvrir certaines. Alors, pour certaines, elles sont très modestes. On a des témoignages un peu ténus. Là, ici, alors celle-ci, je commence par la plus atypique de toutes, puisque elle ne répond pas, la façade que vous avez sous les yeux, aux caractéristiques de la plupart des maisons qu'on va appeler maisons gothiques, puisqu'ici on est a priori à la fin du XIIIe, sur l'une des plus vieilles maisons de la Bastide. Dans la région, presque systématiquement, les maisons médiévales, qu'elles soient romanes ou gothiques, sont construites soit en pierre de taille, soit en moellon et carri, assisées en rang relativement régulier. Ici, celle-ci, c'est un mur en moellon tout venant. Vous voyez que c'est du petit caillou là, ce sont pas des méthodes de construction qu'on est habitué à voir. Alors, on a quelques maisons gothiques 14e qui ont été identifiées comme ça à Bordeaux. On commence à en trouver quelques-unes quand on cherche, mais en règle générale, c'est pas du tout cette typologie là qu'on retrouve habituellement. Et vous allez voir que sur les autres maisons, on est sur des caractères beaucoup plus habituels. Alors, je m'étendrai pas sur les percements multiples et variés du rez-de-chaussée. Là, la partie intéressante, c'est la façade. Bon, là, le propriétaire a été gentil. J'ai pu pousser les portes et aller voir les arrières. Justement, on était allé se balader avec Pierre Garrigou-Grandchamp, donc c'était l'occasion d'aller dans les arrière-cours. Et cette maison, elle conserve sa façade arrière, qui est encore plus intéressante, puisque si la façade sur rue est en pierre, la façade arrière est en brique. Là, actuellement, je travaille sur plusieurs études archéo dans l'Aréole et on voit assez régulièrement cet appareil mixte avec de la pierre sur un mur et de la brique sur l'autre. Et là, eh bien, alors c'est pareil, Sainte-Foy-la-Grande, comme l'Aréole, on sent la proximité de la Genée, une tendance méridionale qu'on n'a pas du tout dans les autres villes du Bordelais. Vous ne trouvez pas d'architecture médiévale en brique, sauf exception, dans les autres villes médiévales du Bordelais. Alors qu'ici, on en a un bel exemple d'un mur en brique avec une belle fenêtre géminée à lancette. Là, on est bien sur une maison, fin 13e, début du 14e siècle. On a aussi quelques petits vestiges conservés à l'intérieur, mais là, je me cantonnerai donc aux extérieurs. Alors, voilà un type de maison médiévale qu'on est beaucoup plus habitué à rencontrer dans la région. Une belle maison, alors qui se trouve aujourd'hui Rueil Alphonse de Poitiers. Alors, il est très étroit, donc c'est très difficile de pouvoir en voir l'ampleur et la prendre en photo. Vous voyez sur cette gravure de Léo Drouin, avec cette belle enfilade de fenêtres, de grandes fenêtres à réseau gothique, avec rosaces. Donc, on est sur une belle architecture gothique, avec la porte d'entrée de la maison et deux grandes arcades de boutique en rez-de-chaussée. Ça a beau être une petite ruelle, on est bien sur la caractéristique habituelle de la plupart des maisons médiévales urbaines, des maisons qu'on appelle polyvalentes, avec espace résidentiel aux étages, et puis espace généralement à vocation commerciale en rez-de-chaussée, avec ces grandes arcades et les boutiques qui devaient s'y trouver. Cette maison, donc vous la devinez encore aujourd'hui, avec les restes de boutiques, alors admirez au passage au premier plan, là, la délicatesse du 20e siècle, là. Et depuis le clocher de Sainte-Foy, là, qui nous offre une vue presque aérienne sur la Bastide, on la retrouve à ce niveau-là. Vous la voyez dans le Rueil. Et au passage, je me suis aperçu qu'en cœur d'îlot, derrière cette maison, on en a une autre maison médiévale. Là, je ne vous ai pas mis de zoom, mais on a une petite fenêtre gothique qui apparaît aussi ici. Donc, derrière les enduits, dans les arrière-cours, on en a probablement encore beaucoup. Et c'est véritablement une ville qui mériterait un inventaire systématique comme ce qu'on a pu mener sur Saint-Émilion.
Alors, une autre maison particulièrement intéressante, au croisement de deux grandes rues. Quand vous en voyez la façade ici, en subodore qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dessous, même si c'est martyrisé par le temps. On la retrouve sur les dessins de Pigano, qui font apparaître un certain nombre de vestiges qui, aujourd'hui, ne sont plus visibles ou moins visibles. Et dans le dossier de classement de cette maison, elle fait partie des maisons classées monuments historiques, ou inscrites, du moins, à la médiathèque de l'architecture du patrimoine. On a un dossier malheureusement très très maigre en information historique, mais il y est indiqué que cette maison a servi d'hôtel de ville de 1570 à 1741, et que passé cette date, elle a été aménagée en prison municipale jusqu'à la Révolution. Bon, ça ne veut pas dire que c'était sa fonction initiale, mais là, on a un élément historique. Malheureusement, il n'y a aucune référence, donc on ne sait pas d'où il tire ces informations. En tout état de cause, ça a pu être la mairie, mais elle est quand même un peu excentrée. Et puis surtout, on va le voir en y regardant de plus près, elle a toutes les caractéristiques des maisons polyvalentes, des riches bourgeois, des commerçants, des villes médiévales de l'époque. Et en regardant sa façade principale, alors ça fait mal aux yeux, on a du mal à identifier le bâtiment, et encore plus en bas. Mais maintenant, si je vous mets tout ce que j'ai pu relever, eh bien, on s'aperçoit qu'on a toute une série de grandes fenêtres gothiques en enfilade, avec Oculus, la mieux conservée est celle-ci, mais on en a 3 autres qui suivent. On en avait 2 de plus en bas. Et au rez-de-chaussée, vous avez dans l'angle de la maison la porte d'entrée, et associé à elle, les vestiges, il en reste le négatif aujourd'hui, d'une grande arcade de boutique, et on en avait d'autres. Puisque cette maison... Je reviens à la photo de départ. Dans le dossier de classement, il y a peu d'éléments historiques. En revanche, il y a plein de photos. Et ce classement, c'est milieu du 20e, je crois que c'est les années 60. Et voilà cette maison, dans les années 60, eh bien, à la place de la magnifique boutique en béton, eh bien, on voit bien le négatif d'une autre arcade ici. Et puis, ce mur majestueusement barbouillé de ciment, eh bien, quand vous le regardez avant, on devine qu'on avait un cordon qui se retournait. Et puis ici, regardez de plus près, on voit qu'on avait une grande fenêtre gothique à réseau, et il y a fort à parier que la fenêtre elle soit toujours ici, en dessous. Donc ça, typiquement, moi, c'est le genre de bâtiment où je mets une grosse lumière rouge, et le jour où il y aura un décroutage, on peut avoir de belles découvertes. Alors, je vais passer vite sur les suivants. Là, ici, sur cette maison médiévale, on n'en conserve que le rez-de-chaussée. La partie supérieure, on y reviendra tout à l'heure, a été reconstruite. Mais on a bien cette alternance de portes et d'arcades, là, qui se devine encore sur celle-ci. De même que dans cette rue, alors une des maisons connues de Sainte-Foy pour avoir hébergé l'atelier d'un vitrailliste ou céramiste, Jean Corrigier, et elle a été restaurée. Alors, restaurée avec une libre interprétation des ouvertures. On aurait eu une étude d'archéologie du bâti avant, on avait quasiment tous les éléments pour restituer de façon très précise le tracé des ouvertures. Bon, on a des aménagements un petit peu exotiques, mais bon, la maison a le mérite d'avoir... Et la porte est très étonnante. En revanche, sur le côté, là, sur cette façade-là, les ouvertures sont plutôt bien restituées ici, avec les restes d'ancrage, des structures en bois qui fermaient la boutique, les supports des auvents en bois qui protégeaient les passants pour pouvoir accéder à la boutique. Ça, c'est pour les maisons qui sont conservées et que l'on voit facilement. Il y a celle-ci, très étonnante, où, alors, on avoue que quand on passe devant, c'est pas ce qui attire le regard en premier, mais j'avais été étonné de voir cette façade qui montait, qui cachait la toiture. Et pour cause, j'ai fait le lien en regardant une gravure de Léo Drouin. Vous avez la même maison ici. Et ce que vous avez là, c'est ce qu'on appelle un mur écran, qui est très fréquent sur les maisons gothiques. On vient surélever la façade, ça donne artificiellement, ça donne une ampleur plus importante au bâtiment, ça lui donne l'aspect d'une maison tour. Et puis, donc la façade se trouvait masquée derrière. Et quand on regarde de près, à la fois sur le dessin de Drouin, mais également sur une photographie de la fin du 19e siècle, eh bien on voit l'alignement régulier des moellons équarris ou de la pierre de taille caractéristique des maisons médiévales. Donc là, le jour où on décroutera le ciment, il y a fort à parier que la maison médiévale soit encore derrière, ici. Et sur cette gravure et cette photo, il y a aussi un petit détail qui apparaît, avec ce qui ressemble à une tour, ici, et que vous voyez encore sur la photo. Ne la cherchez plus aujourd'hui, mais grâce à Drouin, on sait parfaitement ce que c'était. Voilà le bâtiment que j'indique et dont vous voyez la façade ici. Vous avez la tour en question, c'est une tour d'escalier Renaissance.
accolé à une superbe maison gothique du XIVe siècle, avec passage à couvert en rez-de-chaussée. On voit que c'est pas cantonné aux simples places marchandes. Sur les bords des grandes rues, on a aussi ces arcades et ces passages à couvert pour certaines. L'espace résidentiel avec cette superbe enfilade de grandes fenêtres à réseau, c'est le même principe que l'impasse de la rue Neuve à Bordeaux, par exemple, pour ceux qui sont baladés, et une surélévation en briques, également médiévale, visiblement. Cette maison a fait les frais, à la fin du XIXe siècle, de l'agrandissement de l'église que vous voyez là. L'église de Sainte-Foy est démolie, je crois, dans les années 1870, et agrandie sur l'emprise de l'ancien cimetière et de la maison attenante que vous voyez ici. Donc, depuis la fin du XIXe siècle, elle a totalement disparu. Allez, je vais vous montrer, voilà, ça passe très très vite. Une maison sur laquelle j'étais pas censé travailler, d'ailleurs je n'ai pas encore travaillé, mais j'en ai fait un repérage, c'est la plus belle maison de Sainte-Foy, l'une des plus belles maisons médiévales du Sud-Ouest, celle qu'on appelle à tort la maison des Templiers. On n'a aucune commanderie d'attester à Sainte-Foy. Ça a eu le mérite, cette appellation erronée, d'attirer tous les érudits du XIXe siècle, et elle est dessinée dans tous les recueils de commanderie, donc Drouin, Marquessac et autres l'ont dessinée. La particularité de cette maison, là je l'ai prise en photo depuis le clocher, c'est qu'elle n'est pas en front de rue, mais en deuxième rideau. Si vous regardez sur le plan cadastral actuel, vous avez une maison devant avec son passage à couvert et la maison. Le passage à couvert sur la place est ici, vous le voyez sur la photo de face, et ce qu'on appelle donc la maison des Templiers se trouve derrière. C'est un bâtiment vraiment somptueux, à 4 étages, plus une tour, qui avait des portes en rez-de-chaussée, et on le verra tout à l'heure, des meurtrières sur l'arrière. Donc ça veut dire que c'est un bâtiment qui était, dans un premier temps, isolé de construction. Il devait être en connexion avec la place. Soit c'est une maison de chevalier, une maison d'un riche bourgeois, ou ça a pu être un édifice avec une fonction symbolique, une fonction publique. Est-ce que c'était la résidence du bailli? Est-ce que ça a pu être le premier hôtel de ville? Pour le moment, on n'a pas encore les informations. Là, il faudra mettre des générations d'étudiants à rechercher pour essayer de trouver des précisions sur ce bâtiment. Et il est d'autant plus intéressant qu'il a conservé tous ses intérieurs. Alors, vu de l'arrière, vous voyez ici la tour, avec, on devine son crénelage, on a ici ses archères, et à l'intérieur, on a tous les équipements qui sont encore présents. Donc c'est une maison qui méritera une étude approfondie, on a encore la cheminée, donc il y aura de quoi faire. Allez, j'avance très vite là sur les autres générations. Avec cette maison, cette fois-ci, on arrive à la deuxième génération de maisons, on est après la guerre de 100 ans, dans cette architecture gothique flamboyant, si caractéristique de la phase de reconstruction post-guerre de 100 ans, avec la tour d'escalier sur l'arrière, que vous voyez depuis la cour de l'école, à l'arrière de cette façade, et puis la grande fenêtre à meneaux, avec ces décors de baguettes croisées, là, qui sont vraiment caractéristiques de cette phase de construction. Donc là aussi, sous le ciment, on a encore une maison de la fin du Moyen-Âge, en pierre pour le mur Goutreau, mais vous voyez qu'ici, vous avez un encorbellement qui apparaît. Ça, c'est ce qu'on appelle une tête de mur, et c'est caractéristique d'une façade à pans de bois qui venait s'accrocher sur cette tête de mur et qui a été remplacée par la suite par un mur plein, que vous voyez aujourd'hui. Et ça, eh bien, ça nous fait rentrer dans la grande période du pan de bois. Et ça, dans la région, à chaque fois qu'on étudie des maisons à pan de bois, qu'on fait des datations, qu'on regarde les décors, on est presque systématiquement dans cette phase de reconstruction post-guerre de 100 ans, tout au long du XVIe siècle et encore un peu au début du XVIIe. Et là, on en a plusieurs beaux exemples, à Sainte-Foy-la-Grande, où on est encore dans ce décor, encore de tradition gothique. On commence à voir poindre quelques petits éléments de la Renaissance, même si là, les fenêtres ont été complètement refaites et de façon un peu hasardeuse. Là aussi, lors de la réhabilitation de la maison, on aurait pu mettre des décors plus conformes avec la réalité qui nous est donnée par l'encadrement. On aurait tout à fait pu le restituer. Donc là, on a une de ces belles maisons en bois, de même que celle-ci. Donc vous voyez qu'elle s'est développée en plusieurs étapes. Je passe sur les détails. Et cette maison, elle est connue à la fois par des dessins de Pigano. Et oui, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'on a ici quelque chose d'assez atypique. Alors, fréquemment, on a des décors sculptés en relief, on va y revenir, et de façon plus atypique, l'encadrement, c'est une moulure rapportée qui est plaquée sur la façade avec les différents registres de moulure, et vous voyez très bien les ancrages ici du meneau et de la traverse. Ce qui m'a permis de restituer ici les éléments de décor disparus.
Et cette maison, on la connaît aussi par des photos d'avant sa restauration, que vous voyez ici. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que beaucoup de ces façades à pans de bois étaient recouvertes d'enduit. Et généralement, c'est un enduit sélectif qui va laisser ressortir les pièces principales, qui sont des pièces moulurées en relief. Et ces enduits vont masquer ce qu'on appelle les écharpes, les croix de Saint-André, les poteaux, qui sont juste des éléments structurels et qui n'étaient pas destinés à être visibles. Donc on a des maisons à pans de bois qui sont faites pour être entièrement apparentes, mais bien souvent, le pan de bois était partiellement masqué par un enduit, ce qui permet de créer un relief, de créer du décor pour faire ressortir les pièces ouvragées et créer un contraste. Alors qu'aujourd'hui, quand on restaure une maison et qu'on met le pan de bois entièrement apparent, ben finalement, on est noyé et on ne voit plus le décor. C'est la même chose quand aujourd'hui on picte des maisons en moellon et qu'on laisse en pierre apparente et finalement les encadrements décorés, les corniches moulurées ben, se retrouvent noyés dans la pierre alors qu'elles étaient faites pour ressortir en contrastant avec l'enduit. Et bien c'est exactement la même chose sur le pan de bois. Cette maison, donc même principe, là je l'ai évoqué tout à l'heure, je ne vais pas m'attarder dessus, le temps passe très vite. On arrive à la 3e génération, j'en viens à la dernière étape, ce que j'ai appelé la ville protestante. Donc là, on est fin 16e et deuxième moitié 16e, début du XVIIe siècle, dans une architecture encore renaissance, comme on voit sur cette maison. Alors cette maison, elle a sa façade qui est entièrement refaite au XVIIIe siècle. Là, j'ai mis en rouge toute la façade principale reconstruite au XVIIIe siècle. En revanche, le pignon conserve les restes de la maison Renaissance, avec une très belle porte d'entrée. Les fenêtres décalées qui traduisent la présence d'un escalier. Là, j'y suis pas rentré, mais j'y mettrai ma main à couper, d'autant que vous avez même la tranche de la voûte qui doit couvrir la cage d'escalier en partie haute. Donc, dans cette période où on manie beaucoup le pan de bois, on a encore une architecture en pierre qui reste présente. Et j'en viens à ces maisons emblématiques de Sainte-Foy-la-Grande avec ces fameuses tours, ces tours de noblesse. La tradition veut qu'Henri IV ait anobli un certain nombre de bourgeois de la ville qui lui ont été fidèles et en récompense les a autorisés à faire figurer des tourelles sur les façades de leur maison. Ça, c'est la tradition locale qui le dit. Léo de Rouen mentionne une ou deux autres tourelles sans les situer précisément. Aujourd'hui, il en reste 2. Une sur cette maison-là. On prévoyait de faire une maison en pierre. On a le départ d'une arcade ici, puis finalement les moyens devaient être trop limités, donc on est repassé sur le pan de bois. Et le pan de bois du début du XVIIe siècle est en règle générale beaucoup plus simple. On n'a quasiment plus de décor sculpté. On a juste des éléments structurels qui ne devaient pas être faits pour être visibles. Au passage, en haut de la tourelle, on a une date, 1590. Et voilà cette même maison sur un dessin de Pigano ou sur une carte postale ancienne conservée aux archives départementales, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les façades étaient enduites, on ne laissait dépasser que les reliefs ou certaines pièces. Et cette maison fait écho à une autre, cette fois-ci entièrement en pierre, c'est probablement l'une des plus célèbres de la Bastide, qui ressemble beaucoup à la précédente, hormis le fait qu'elle est entièrement bâtie en pierre. Là aussi on a une date, 1583. Et moi ce qui me frappe sur cette maison, c'est qu'elle a beau être en pierre, regardez, on a des encorbellements. Et ça, dans l'architecture en pierre, c'est beaucoup plus rare. L'encorbellement est plus facile à faire avec les pans de bois et d'un étage à l'autre, on laisse dépasser les solives de plancher qui permettent de gagner de précieux mètres carrés. Dans l'architecture en pierre, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus rare, sauf à avoir des machicoulis en haut d'un chemin de ronde, mais ici, c'est pas le cas. On crée un encorbellement et là, pour moi, alors c'est une interprétation, mais j'y vois une marque de la prépondérance de l'architecture en bois à Sainte-Foy à cette époque-là, où c'est l'architecture en bois qui semble influencer l'architecture en pierre. D'autant que c'est un exemple que l'on retrouve ailleurs à Sainte-Foy. Regardez sur cette maison proche de la place du marché, où on a ici ce double encorbellement qui existe encore aujourd'hui. Et regardez d'ailleurs, ici, on a mis en pierre apparente, du coup, on ne voit plus le décor, on ne voit plus le relief, on ne voit plus l'encadrement de la fenêtre. Tout est noyé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par contre, on voit encore ce double encorbellement. Et cette influence de l'encorbellement et du pan de bois dans l'architecture de Sainte-Foy, elle va bien au-delà du début du XVIIe siècle. Et je terminerai sur cette dernière vignette, où on voit au début du XXe siècle, première moitié du XXe, dans une architecture cette fois
fois-ci en béton, eh bien des réminiscences des maisons médiévales. Là, cette fois-ci, on peut gratter derrière. Je suis persuadé qu'il n'y a pas de maison ancienne, ça c'est clair. En revanche, on devine des têtes de murs, on devine des murs écrans, on devine des loggias avec un pan de bois. On a ici une maison pseudo-médiévale avec une girouette, avec des meneaux. Mais on voit qu'il y a eu, après cette grande vogue du néo-gothique 19e, eh bien, dans cette architecture de béton du milieu du 20e, on aime ou on n'aime pas, mais on sent qu'on a encore un petit clin d'œil à cette architecture de la ville médiévale. Et je terminerai sur cette très belle gravure, ou plutôt là en l'occurrence c'est pas la gravure qui figure dans la Guyane militaire, c'est le dessin à la plume qu'avait fait Léo Drouin, qui est conservé à la bibliothèque municipale de Bordeaux, celui-ci, sur cette rue principale. C'est le dessin que je vous montrais tout à l'heure, et on voit le passage à couvert qu'on évoquait tout à l'heure sur la photo prise sous l'autre angle avec la tour, les derniers vestiges de la tour. Donc on le retrouve à ce niveau-là. Voilà, j'ai fait un petit peu vite pour cette balade, mais pour prendre le temps, on pourra retourner dans les rues ensemble. Donc au mois de juin, on vous communiquera la date rapidement. 18h33, j'ai pas trop dépassé, j'ai fait vite. C'était dense, j'espère que je vous ai pas trop assommé. S'il y a des questions, je suis encore là à votre disposition. Il nous reste une bonne dizaine de minutes avant de devoir libérer l'espace. Donc merci beaucoup pour votre attention. Cela dit, le château dont tu parlais, initialement tu parlais d'un château avec le châtelain dans l'angle nord. Alors, dans l'angle nord-est, est-ce qu'il était intégré à la Bastide ou on a quand même le quadrillage régulier de la Bastide. Bon, je ne l'ai pas trituré autant de façon approfondie, comme je l'ai dit, c'est juste un simple repérage aujourd'hui. J'ai pas mené le travail de fond qu'Ézéchiel a pu mener sur Bordeaux, mais d'autres ont quand même travaillé. Il y a eu des mémoires de TER, entre autres, sur la Bastide. On a quand même à intramuros un parcellaire extrêmement régulier qui ne laisse pas le souvenir d'un château ici. S'il y a eu un château, visiblement avec la mention de ce châtelain, après, qu'est-ce qu'il faut entendre par château ? Tu me diras ce que tu en penses. Pour moi, soit il est dans le secteur de l'ancien prieuré, ou à moins que ce soit une maison plus ou moins forte, comme la maison des Templiers. Je te laisse compléter, Sylvie. C'est le problème des Bastides où souvent il y a mention d'un châtelain pendant la guerre et où on ne trouve jamais mention de château. À Montpazier, par exemple, qui est un des modèles de Bastide, on cherche toujours le château et en fait, c'est peut-être un faux problème parce que le château, c'est la Bastide en entier, c'est la fortification, c'est la place forte, quoi. Donc le châtelain, il tient la Bastide dans son entier et s'il loge, il loge dans une maison de maître. Il n'y a pas une maison spéciale. À Montflanquin, c'est ça aussi. Il y a mention d'un châtelain. Il y a la pseudo-maison du Bail qui est dans l'angle de la place de la Bastide. Bon, peut-être que la maison pseudo des Templiers aurait bien fait l'office aussi, quoi. Ouais. Parce que la maison commune, on sait qu'elle n'est pas là aussi. Il y a des mentions au Moyen-Âge qui permettent de la localiser ailleurs. Donc voilà, il ne faut pas chercher un château classique dans la Bastide. Je ne pense pas, en tout cas. Mais il me semblait que sur certains plans, l'angle nord-est était assez vide. Justement, c'est pour ça que je posais particulièrement. C'est le plan qui est inversé, c'est un plan où c'est le plan 18e oui. Qui est dans l'autre sens, et du coup c'est l'angle sud-est. Ah, pardon. Là où ils font la fameuse rue en diagonale, qui effectivement, on est en périphérie de l'hypercentre, et c'est des zones qui ont été visiblement moins urbanisées. Du moins au XVIIIe siècle, on est plus sur des jardins. Alors c'est la question qu'on se pose aussi sur l'aréole, de savoir à quand remontent ces jardins. Ça peut être les limites du développement de la ville, où on avait intégré des réserves foncières, soit pour un futur développement, soit pour avoir un petit peu d'espace à l'intérieur des murs en cas de siège. Donc là, on est plus sur une zone qui n'a pas été ou moins construite, mais on a le quadrillage bien régulier qui est là aussi. D'accord. Je sais pas, moi j'en ai encore des questions. La porte du fleuve, elle a des dessins bizarres que tu as présentés. On a juste un arc de cercle. Ouais. Alors comme le fleuve venait vraiment au contact des murailles tout au long de la période moderne, on ne compte plus le nombre de mentions où l'enceinte est partie à la Dordogne. À chaque fois qu'il y a une inondation, il y a des grands bouts qui partent.
Donc aujourd'hui, il reste une tour, ce qu'on appelle la tour de la Brèche, justement, parce qu'il y a une brèche qui s'est formée suite à une inondation à côté, qui est une fortification moderne. Quand on regarde l'alignement sur le plan cadastral ou l'image qui me servait de fond en introduction, qui est une très belle gravure de la première moitié du 19e siècle, on voit qu'on avait des murs qui étaient présents, on n'identifie pas de fortification vraiment dessinée. Est-ce que ce sont de simples murs de soutènement destinés à se protéger de la Dordogne, ou est-ce qu'on a encore des fortifications en place? Oui. Mais là, au niveau de la porte de la Brèche, pas de la tour de la Brèche, mais au niveau de la porte qui donne sur le fleuve, on voit un arc de cercle, tout simplement parce que le cheminement ne peut pas se faire de face. On doit avoir une cale qui descend en pente douce et qui descend sur le côté et qui devait être protégée par une fortification ou tout simplement un mur de soutènement. Là, on ne sait pas à ce degré de représentation comment l'interpréter. Tout simplement plus utilitaire que défensif. Ah oui, puisqu'on a une partie du port qui est là. Alors il y a le port en lui-même qui est sur le Vineyrolles, donc sur ce cours d'eau, mais on a aussi un port directement en pied de fleuve. Et sur le cadastre napoléonien aussi, 1832, on est sur les dernières représentations, je n'ai pas pu tout montrer, mais d'un moulin à nef. C'est le moment où c'est interdit, c'est l'année où les moulins à nef vont être interdits parce que ça faisait un truc de plus qui entravait la circulation. Et sur le cadastre, il est cadastré comme une parcelle cadastrale à part entière. On les retrouve d'ailleurs à l'Aréole, où il y en a toute une série de moulins à nef. L'Aréole, c'est 1828, la 1832, le plan cadastral. Donc c'est un bâtiment à part entière, et le moulin à nef est représenté, et il est juste face à cette porte-là. Oui, Alain? Bonjour. Dans les années 1600. Merci, dans les années 1620. Et effectivement, dans d'autres exemples, dès qu'il s'agit de regarder la véracité de ces plans et qu'on compare ces documents avec d'autres types de plans et qu'on regarde également sur le terrain ce qui reste, on se rend compte d'une grande précision de ces plans. Et donc on a bien... il faut bien avoir à l'esprit qu'effectivement le roi était accompagné d'ingénieurs militaires et puis d'ingénieurs topographes qui réalisaient ces levées de ces plans, qui sont aujourd'hui une source extrêmement précieuse pour reconstituer la topographie de ces villes fortifiées de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. L'autre remarque, alors concernant le pan de bois, on devrait avoir au service de l'inventaire à Bordeaux des documents, une étude qui avait été menée par François Fraille dans les années 70, avec, je pense, pas mal de relevés, bien sûr sur Bergerac, mais aussi sur Sainte-Foy. Et ça fait partie des mémoires qui ont été menées ou des recherches qui avaient été menées sur la Bastide. Oui. Et donc la question, c'était un port de la Genée, donc j'imagine un port à vocation viticole. Et est-ce que dans les investigations qui ont été menées sur les arcades, les rez-de-chaussée, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait indiquer cette fonction de stockage du vin en particulier qui pouvait être ensuite qui pouvait transiter par la Dordogne? Moi, à ce stade des recherches, je n'ai pas du tout approfondi. J'aimerais bien pouvoir faire ce qu'on a fait ensemble sur Saint-Émilion ou sur Limeuil, mais pour le moment, c'est un simple repérage, rien par rapport à ça. Je ne sais pas très bien la densité de caves qu'on peut avoir. Je sais que sous la maison Belay, une des dernières que j'ai montrées avec sa tourelle, on a une cave voûtée. J'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup à Sainte-Foy. En même temps, comme on est très proche du niveau de la Dordogne et qu'on voit que les fossés de la ville avaient été mis en eau, ça veut dire que la nappe phréatique elle doit pas être très loin. Donc je pense qu'il y a peu d'endroits où on peut avoir en tout cas du stockage en cave. On a des rez-de-chaussée à usage utilitaire de façon très, très classique. Alors après, qu'est-ce qui s'y trouvait, qu'est-ce qui s'y vendait? Je sais pas, Sylvie, toi, si tu as des éléments sur les pratiques commerciales.
Vous êtes aussi sur la rive droite, donc il y a la notion d'un port Sainte-Foy déjà mentionné sur les cartes anciennes. Qu'en est-il alors? Il y avait deux ports? Alors, c'est une autre commune, et généralement, c'est très fréquent que le port avec le nom de la commune, c'est en face. En fait, c'est le port pour aller à Sainte-Foy. Là, je travaille sur Limeuil, vous avez le port de Limeuil, c'est sur l'autre rive. Et ça, c'est très très fréquent, et entre autres, un ami chercheur qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, là, Vincent Joanneau, qui a beaucoup travaillé, et qui travaille beaucoup sur ces aménagements fluviaux, l'a bien montré, c'est ce type d'appellation. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que Port-Sainte-Foy est côté Dordogne et Sainte-Foy est côté Gironde, que Sainte-Foy, on était dans l'ancien diocèse de Bazas, vous l'avez vu tout à l'heure, mais que depuis le début du 19e siècle, on est rattaché, ces quelques paroisses sont rattachées au diocèse de Bordeaux. J'ai pas insisté dessus, mais Sainte-Foy, le nom, Sainte-Foy, c'est la sainte d'Agen. Donc, à quel moment le lieu prend ce nom, comment on est allé à Sainte-Foy-de-Conques, là, il y a une espèce de triangle entre Agen, Sainte-Foy en Gironde, Sainte-Foy-de-Conques, où il y aurait à creuser. Ça a peut-être été fait, j'ai pas approfondi cet aspect-là. Il y a déjà des recherches qui ont été menées sur ces thématiques. Est-ce que l'origine de Santa Fe vient bien de Sainte-Foy-la-Grande? J'en ai aucune idée. J'ai vu ça dans un livre, que l'origine de Santa Fe aux États-Unis, le nom venait de Sainte-Foy, Sainte-Foy-la-Grande. Non, ça ne vient pas de Sainte-Foy-la-Grande, ça vient de Sainte-Foy. Sainte-Foy, peut-être pas seulement Sainte-Foy. Ce serait la version hispanique de... Oui, il y a Sainte-Foy-la-Longue, Sainte-Foy-de-Conques, il y en a d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je crois qu'il va falloir qu'on libère la salle. Oui. Merci beaucoup pour votre attention. Et quant à moi, je vous retrouverai pour vous parler cette fois-ci de ma petite ville, là où j'habite, là des fortifications de Rions. Donc début mars, c'est un autre dossier que je suis en train de mener actuellement.